Du coup, ma question, c'est est-ce que l'antitrust chinois est finalement plus efficace que celui des Occidentaux? Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas voir apparaître des GAFAM. Ça, c'est certain, à la fois au niveau des entreprises et des gérants. Hors de question d'avoir des Jeff Bezos, des Bill Gates, des Tim Cook qui, même en philanthropie, même pour faire le bien, vont mettre des milliards de leur poche. Pour eux, c'est au parti de gérer ça. Donc ils ne laisseront pas la situation arriver où des individus peuvent prendre la place du parti. Et de la même manière, ils ne laisseront pas la situation arriver où des entreprises vont pouvoir prendre la place du parti en termes d'organisation. C'est pour ça qu'on a vu avec Ant et Alibaba cette volonté un peu de découpage. C'est tout simplement pour éviter qu'il y ait une trop grosse concentration des pouvoirs. Et en fait, quand on regarde les meilleures boîtes de la tech chinoise, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu un duopole, quoi. Il y a du Ant, il y a du Tencent, et puis derrière, c'est des participations croisées, des choses comme ça. C'est pas un marché si divers que ça en termes de regroupement de pouvoir et d'argent. Donc, ils veulent déconstruire ça pour la stabilité. Comme dit Arthur, le but, c'est de faire durer le système. Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied que de démanteler ces géants du numérique qui permettent un rayonnement peut-être très lointain? C'est une bonne question. Est-ce que les GAFAM, c'est ce qu'il y a de mieux pour le rayonnement numérique des US? Est-ce qu'il vaut mieux des groupes qui ont des moyens qui peuvent avancer vite, ou est-ce qu'il vaut mieux maintenir de la concurrence? Parce qu'on sait que les GAFAM aussi tuent toute la concurrence. Il y a plus d'innovation vraiment dans la tech depuis 20 ans comme il y en avait les 20 ans précédents. Oui et non quand même. Il y a quand même... Attention, il y a beaucoup de choses qui se passent d'innovation, mais effectivement, on sent qu'elles se concentrent, elles sont rachetées par ces grands groupes. Enfin voilà, c'est le centre. Attention, ce que le Parti communiste chinois fait à l'heure actuelle, c'est pas une volonté de détruire les Alibaba et Tencent. S'ils voulaient les découper, ça ferait longtemps qu'ils les auraient découpés. Déjà, pendant longtemps, le Parti communiste chinois, il privilégiait les entreprises qui investissaient en interne. Et Tencent a toujours été un gros investisseur externe, à l'extérieur de la Chine. Et tous les investissements de Tencent à l'extérieur de la Chine, surtout sur le gaming, par exemple, où ils sont devenus numéro 1 mondial, ils ont continué de plus belle. Et s'ils ont continué de plus belle, c'est parce que le Parti communiste chinois est bien d'accord. Parce que si le Parti communiste avait voulu dire Tencent, vous faites de l'argent en Chine, vous n'allez plus l'investir ailleurs, ils auraient arrêté. Et ils ont racheté le plus de studios en 2021 que toutes les années avant. Donc s'ils ont fait ça, c'est parce que le Parti communiste chinois, il est aussi au courant qu'il faut qu'il ait des acteurs qui aient une puissance internationale pour peser face aux États-Unis dans des relations commerciales complexes et des relations géopolitiques complexes. Et quand vous prenez ça, le Parti communiste chinois l'a très bien compris avec Tencent, c'est quand Trump a voulu mettre des règles sur les entreprises américaines qui avaient des capitaux chinois, et que les conseillers de Trump ont dit à Trump, on ne peut pas faire ça parce que si on fait ça, les enfants américains, ils ne pourront plus jouer à Fortnite, ils ne pourront plus jouer à League of Legends et ils ne pourront plus acheter des actions, enfin ils ne pourront plus jouer aux jeux d'Activision. Et donc à la fin, ça veut dire que la moitié du marché du gaming aux États-Unis s'arrêtait du jour au lendemain. Donc ça vous montre aussi la puissance de ce groupe-là, qui est aussi une extension politique et géopolitique, c'est un bras armé de Pékin. Donc il y a un choix entre... On essaye de pourrir ceux qui ont un comportement qui n'est pas bon. Donc, si on prend par exemple Meituan, qui est le service de livraison de nourriture qui s'est introduit en bourse, il y avait deux grands problèmes. Le patron, il avait une grande gueule. En Chine, on n'aime pas les patrons qui ont des grandes gueules, déjà, voilà. Et il avait un autre problème, c'est quoi? C'est que Meituan faisait la même stratégie que Uber Eats, c'est-à-dire que quand vous allez voir un restaurateur, il lui disait « Viens sur notre plateforme, c'est nous les plus gros, mais par contre, tu n'as pas le droit d'aller chez un concurrent. Et quand on décide qu'il y a une promotion, on décide et toi, t'appliques. » Et le régulateur chinois, il est arrivé, il a dit, alors, vous décidez des promotions, ça c'est fini, et le restaurant n'a pas le droit d'aller chez un concurrent, ça c'est fini. Parce que le comportement de certaines plateformes de la technologie à l'heure actuelle, surtout Uber, Airbnb ou ce genre de choses, des fois c'est un peu monopolistique, c'est-à-dire c'est des acteurs qui vont vous dire, tu peux venir chez moi profiter de mon flux, mais tu vas chez personne d'autre, donc tu deviens captif. Les Chinois, ils ne veulent absolument pas que les acteurs économiques qui profitent des plateformes deviennent captifs de ces plateformes. Ils veulent qu'il y ait une relation d'équilibre. Donc, ils ne vont pas démanteler les plateformes, mais ils vont les réguler. Et c'est deux choses bien différentes. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais dire à Tencent, WeChat, c'est fini, vous faites plus ce que vous voulez. Il y a 1,2 milliard de Chinois sur les 1,4 qui utilisent WeChat. Je peux vous dire qu'ils vont continuer à utiliser WeChat. C'est comme si nous, on se disait demain qu'on allait dire aux gens, vous n'utilisez plus Messenger. Non. Par contre,
Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une relation d'équilibre entre ceux qui utilisent WeChat pour faire du business et Tencent. Et ils vont ils vont mettre un régulateur entre les deux qui va gérer en permanence cet équilibre. Et là, ils sont dans le moment dur où avant il n'y avait pas cet équilibre et où ils reviennent à cet équilibre. Mais moi, je pense que cet équilibre, ça va pas poser de très gros problèmes à des acteurs comme Tencent ou d'autres, parce qu'à mon avis, c'est des acteurs qui vont garder leur place. Le marché chinois va continuer à grossir et peut-être que c'est des acteurs qui vont faire un peu moins de marge au final, en pourcentage, mais en marge brute totale, comme le marché chinois il aura continué à croître, que ça sera toujours eux qui seront utilisés, ce genre de choses, voilà, on sera sur des marges brutes en valeur qui auront monté, quoi. Et du coup, moi je trouve que ce que vous me décrivez là, c'est un petit peu un parti communiste absolument idyllique, très efficace, etc. Est-ce qu'on peut parler quand même du fait d'interdire aux Chinois de jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo, alors qu'a priori, c'est quand même le loisir numéro 1 là-bas, comme ici d'ailleurs. Ça semble quand même très, très, très liberticide et très dur. Attention, c'est pas tous les Chinois. Oui. Ah, c'est les jeunes. Les Chinois. Alors peut-être effectivement, il faut préciser. C'est les jeunes Chinois. D'accord, les jeunes Chinois n'ont pas le droit de jouer plus de 3 heures. Et pour ceux qui sont en études, c'est encore moins, et ils peuvent jouer que le week-end et tout. Mais les autres Chinois, ils jouent, de toute façon, la Chine a toujours eu des mesures restrictives sur le jeu vidéo, mais il ne faut pas vous dire non plus que quand vous avez 30 ans, vous ne pouvez plus jouer plus de 3 heures par semaine. Non, vous pouvez jouer. Écoute, moi j'avais compris ça. Donc, non, c'est les jeunes, ça concerne les jeunes Chinois, et c'est justement tout ce que je vous ai expliqué sur ce principe d'équilibre. On interdit l'éducation les cours du soir, donc on donne du temps aux élèves, mais d'un autre côté, on interdit aux élèves de profiter de ce temps-là pour passer 10 heures par jour à jouer aux jeux vidéo. On met un équilibre, on structure la chose pour que le troupeau de moutons il aille dans le bon sens. Donc, par exemple, ils ont fait aussi des incitations, là, il n'y a pas beaucoup, il y a assez peu de temps, pour que les jeunes Chinois aillent dans des clubs de sport, parce que vous avez aussi une problématique de santé ou de ce genre de choses. Donc, le temps dégagé, ils veulent que les Chinois l'appliquent à faire d'autres choses, à aller au sport, à se rencontrer, à machiner, à biduler. Donc, ils vont créer tout un écosystème. Mais après, une fois que cet écosystème sera créé, est-ce qu'ils vont laisser les contraintes ou est-ce qu'ils vont un peu desserrer le truc ? Parce que c'est vrai que les contraintes sur le jeu vidéo, c'est quand même très mal vu par les jeunes Chinois. Donc, comme c'est un parti communiste qui veut garder un certain équilibre, il ne faut pas non plus trop pousser son peuple à être contre le parti communiste et avoir des risques de révolte. Donc, moi, je pense que c'est des choses qui vont rester quelques années en place. Puis après, doucement, ils commencent par taper fort. Puis après, une fois que les Chinois seront bien comportés, ils vont mettre un peu plus la carotte et le bâton s'en ira un peu. Et puis voilà. Bon, puis de toute façon, il ne faut pas oublier que c'est le genre de mesures comme la surveillance d'Internet et l'interdiction des sites occidentaux. C'est des mesures de masse, mais qui ne sont pas forcément appliquées à 100% des gens. Et voilà, il y a des adaptations qui se font. C'est toujours dans une problématique de régulation sociale et de vertu, en fait, pour que la majorité des gens se comportent le mieux possible selon les critères du moment. Donc c'est global, mais ce n'est pas forcément exhaustif. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, là, sur les groupes, la possibilité de démantelage, il y a quand même deux choses. On voit sur l'aspect financier d'Alibaba l'interdiction des opérations de financement aux particuliers. Là, il y a une vraie volonté de découpe de l'activité. Et ça, je ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière là-dessus. Et sur WeChat, on a eu l'exemple cet été, alors ça n'a pas fait beaucoup de bruit parce que c'était au cœur de l'été, mais WeChat a dû arrêter de recruter des gens. On ne pouvait plus s'inscrire en Chine, alors que WeChat, ça sert à tout. Hein. Ça vous sert à discuter, ça vous sert à lire l'actu, ça vous sert à avoir votre QR code pour aller au restaurant, ça vous sert à pouvoir sortir de la ville. Vous ne pouvez rien faire sans WeChat. Pendant des semaines, ils n'ont pas pu avoir de nouveaux inscrits pour, je cite, se mettre en conformité avec les nouvelles règles du parti. On ne savait pas quelles étaient ces nouvelles règles, mais on sait que c'était suffisamment grave pour qu'ils décident de tout arrêter du jour au lendemain et puis de reprendre que quand c'était bon. Comment on doit interpréter ce genre de bras de fer entre justement le régulateur et cette société très puissante qu'est Tencent ? Mais je pense qu'il ne faut pas les prendre comme un bras de fer. Ce n'est pas une relation d'équilibre, ce n'est pas une négociation, c'est ils le font ou ils disparaissent. Et d'accord. C'est vrai qu'en France, on le voit comme un bras de fer des équilibres parce qu'on a plein de pouvoirs et de contre-pouvoirs de partout. Là-bas, ce n'est pas le cas. C'est simplement que du jour au lendemain, les règles changent à la marge. Ce n'est pas forcément des bouleversements, hein, mais ça peut être juste le stockage des informations, la remontée, les know your customers. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, de toute façon, ça n'a pas été dit. Mais
Un jour, quelqu'un décroche le téléphone, appelle le PDG de la boîte, lui dit maintenant ça se passera comme ça, et la boîte le fait. C'est pas une discussion, c'est fait. D'accord.